étiez avec nous sur la séquence précédente, mais on a beaucoup évoqué avec Karin Weiss ce que les représentations qu'il peut y avoir derrière les mots, derrière les documents, derrière les images, derrière ce qu'informer veut dire. Et ça nous a semblé tellement passionnant qu'on a décidé de garder Karin Weiss avec nous. Donc, elle va continuer à participer à table ronde. Et Karin, je vous en remercie, puisque là, on va s'intéresser effectivement. Alors, je vous lis le titre parce qu'il me semble assez révélateur et j'aurais envie d'ailleurs que nos invités puissent y répondre. Information, concertation, on en a parlé aussi avec vous, faire avec les habitants, et Philippe Chamaret nous en reparlera dans quelques instants, est quelque chose de très important, mais on a aussi parlé de ces outils réglementaires, et vous nous parlerez, Madame Dudicry, vous en direz deux mots. On l'a déjà évoqué tout à l'heure. Est-ce que finalement ces outils qui sont produits, qui sont mis à disposition des communes, des différents acteurs, sont-ils condamnés à l'inefficacité? On va essayer de se poser la question et on va le faire sous forme de regard croisé. Et on va le faire avec vous, Emmanuel. Emmanuel Martinet, vous êtes chargé de recherche à l'École nationale des travaux publics. Et le E, c'est quoi? De l'État. De l'État, voilà, très bien. Ok, donc je suis rassuré, je ne le savais pas, mais j'ai vu que vous n'étiez pas sûr non plus. Non, je plaisante. Merci à vous, Marilyn. Merci à vous, Marilyn Simon, d'être avec nous. Donc, vous êtes inspectrice générale, Madame, de l'administration du développement durable, c'est ça, au Conseil général de l'environnement et du développement durable. C'est ça, merci. Et vous allez évoquer, effectivement, on a entendu d'ailleurs beaucoup ce matin, tout le travail qui est en train d'être fait. On sent on a senti une très forte volonté politique de faire avancer les dossiers. Et vous nous direz qu'il y a une phase de diagnostic très, très intéressante. Donc, Philippe Chamaret, j'ai évoqué votre présence. Vous êtes directeur de l'Institut éco-citoyen. Alors, deux mots, c'est quoi l'Institut éco-citoyen? Deux mots. L'Institut éco-citoyen, c'est un centre de recherche participative en santé environnementale. Donc, en fait, alors, je me souviens, on en avait parlé au téléphone, c'est la rencontre entre les chercheurs et la population. Oui, c'est ça. C'est une courroie de transmission qui accueille la recherche scientifique sur un territoire. Alors, on aura l'occasion de développer ça. Mais on accueille la recherche sur un territoire dans son unité. Voilà, en considérant toutes ces composantes. Ça, enfin, pour le citoyen que je suis, c'est très intéressant parce que parfois, les chercheurs me paraissent être sur une autre planète. Donc là, le fait qu'ils se rencontrent, c'est plutôt une bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça leur permet effectivement de sortir de leur silo aux chercheurs et de faire en sorte que les citoyens se rendent compte aussi de ce qu'est un processus de recherche. C'est-à-dire c'est la différence entre le temps politique et le temps de recherche. Les temporalités ne sont pas les mêmes, on le sait, absolument. Et puis, écoutez, on va excuser Olivier Blond, il est ancien directeur de l'association Respire, qui travaille beaucoup sur les questions de qualité de l'air. On essaiera, il a une impossibilité d'être avec nous ce matin, et on l'en excuse d'ailleurs tout naturellement, et on essaiera peut-être d'introduire quelques éléments intéressants de ce qu'il nous avait dit, puisque j'ai eu la chance d'échanger avec lui en amont. Alors, je vais me tourner vers vous, Emmanuel, si vous voulez bien. Pour bien poser le cadre en quelques minutes, quand on parle des outils réglementaires, on parle de quoi? Alors, merci. Alors, en fait, on parle d'une... Alors, vous avez peut-être... On va vous passer ça, Marilyn, si vous voulez bien, parce que... Il faut que je passe vous avez un PowerPoint qui soutient vos propos. Ok, mais que je ne vois pas, donc... on va installer la première diapo, ou peut-être appuyer sur... Voilà. Non, peut-être, on va... Voilà. Ok. Donc en fait, quand on parle d'outils réglementaires, et c'est bien de ça dont il s'agit mettez bien le micro, aujourd'hui dans ce débat, on parle en fait d'une diversité de choses. Donc là, je les ai listées en fait sur ce PowerPoint. Je vais peut-être pas tous les passer en revue, mais l'idée c'était de montrer en fait qu'il en existe vraiment beaucoup. Donc peut-être là une douzaine, et de formes et d'objectifs en fait différents. Donc ça, c'est le premier terme du paradoxe que je voulais signaler pour introduire en fait ce débat, c'est-à-dire une grande diversité et un grand nombre d'outils qui laissent à penser que finalement beaucoup d'informations est produite et que voilà, les populations ont beaucoup de chances finalement d'être informées. Et alors pas du tout. Donc ça, c'est le second terme du paradoxe, parce que, et Karin Weiss l'a bien rappelé dans sa conférence préalable, c'est que en fait, ce qu'on constate, c'est que les populations locales restent globalement sous-informées
et plutôt mal préparé à la perspective de l'accident. Donc ça, c'est des choses qui sont avérées par des enquêtes répétées ces dernières décennies. Et puis, c'est un constat qui est réitéré après chaque accident. Et l'exemple de Lubrizol l'a encore très bien démontré, puisque même le gouvernement, dans sa communication officielle, a constaté que ces dispositifs réglementaires ne suffisent pas à assurer la sensibilisation du public. Un premier paradoxe, je me permets d'insister, effectivement, il y a énormément de documents, et vous nous dites qu'ils sont sous-informés, mais en même temps, vous nous dites mal préparés. Mal préparé à l'accident, oui. Alors ça, c'est des enquêtes aussi qui montrent ça. Je pense en particulier à une enquête qui a été menée à Rouen, qu'on peut suivre sur YouTube assez facilement, qui montre bien en fait que la préparation est vraiment très très mal faite, en fait, très mal réussie par ces outils. Voilà. Donc en fait, on a aujourd'hui à faire une espèce de consensus social autour de l'idée que ces outils échouent dans leur mission d'information et de préparation des populations locales. Donc c'est intéressant de s'intéresser au pourquoi. Oui, absolument. Donc Karin Weiss a formulé un certain nombre d'hypothèses et suggéré un certain nombre de pistes tout à l'heure. Elle a bien noté que ce n'était pas lié à la qualité intrinsèque de ces instruments, qui sont plutôt de bons instruments et qui pourraient fonctionner. Et en fait, ce que les observations de terrain montrent, c'est que en fait, les ressorts d'inefficacité de ces outils sont ailleurs et qu'ils tiennent en particulier à deux choses, au fait qu'ils sont peu ou pas utilisés, et que quand ils le sont plus souvent de façon inappropriée, au sens où l'information produite n'atteint pas la cible visée, ou n'est pas assimilable en l'état par les publics destinataires. Donc Karin Weiss tout à l'heure a parlé du DICRIM, a bien montré en fait comment le DICRIM finalement ne produit aucun effet. Moi j'ai oublié de passer le... J'avais l'idée de parler de deux autres exemples, en particulier des commissions de suivi de sites, donc qui ont été créées en 2001 après AZF, dans l'idée justement de rendre les riverains acteurs de la prévention des risques industriels, ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors là, c'est assez rigolo de regarder comment les commissions de suivi de sites ont été mises en œuvre, et ce qu'on observe très, très concrètement, c'est que les publics visés, donc les riverains, par ces commissions, ne sont pas sollicités, qu'on n'en retrouve pas ou quasiment pas dans les collèges qui leur sont pourtant dédiés. Donc si on regarde, donc j'ai fait le travail sur une cinquantaine de CSS, c'est à peu près 1 sur 10 où on va retrouver des riverains convoqués à cette assemblée. Parce qu'il n'y a pas d'obligation dans la constitution de ces structures. Non, donc dans les collèges riverains, on trouve des élus, on trouve des industriels, on trouve des personnalités qualifiées, des représentants associatifs, mais pas de riverains. Et peut-être pour faire le lien, je ne sais pas, Karine, pourquoi ils ne sont pas là? Et bien parce qu'on ne les mobilise pas, en fait. C'est qu'on n'en veut pas. Enfin, pardonnez-moi, je vais être un peu trivial, mais est-ce que ça veut dire qu'on n'en veut pas ou que ce n'est pas leur problème? Oui, non, je pense que ça a des ressorts qui jouent qui fait qu'on n'a pas pensé à les mettre dans le truc. Ça renvoie plutôt à une difficulté des gestionnaires, en fait, qui ont à mettre en œuvre ces dispositifs, à mobiliser, en fait, ces riverains, parce qu'ils ne les connaissent pas, parce qu'ils ne savent pas comment aller les chercher et comment les intéresser, et les fidéliser, en fait, à ce type de dispositif. Philippe veut compléter? C'est surtout une question que je me pose. Au niveau réglementaire, la composition de la CSS, elle est déterminée par les autorités préfectorales, j'imagine. Et comment un citoyen qui n'est pas associatif pourrait intégrer cette commission? Alors il y a des exemples qui, dans le cadre de l'élaboration des PPRT, par exemple, un certain nombre de riverains se sont fédérés en collectif pour contester en fait un certain nombre de mesures qu'on cherchait à leur imposer. Et on cherchait à intégrer justement ces commissions qui s'appelaient CLIC à l'époque. Et on donc frappé à la porte de ces commissions. Parfois, on les a laissés entrer, parfois non. D'accord, donc ça c'est quoi? C'est discrétionnaire finalement? Oui, c'est discrétionnaire, puisque de toute façon, la décision, elle revient au préfet. Donc, oui, la décision revient au préfet, mais, mais visiblement, il faut qu'un collectif se crée ou qu'une demande se fasse pour que le préfet puisse valider. Oui, puis après, ça dépend beaucoup des acteurs locaux aussi. C'est ça, voilà. Ça allait être une de mes questions. Est-ce que ça peut être on a beaucoup évoqué le rôle des maires tout à l'heure, parce qu'il y a une proximité, j'allais dire territorialisée. Est-ce que ça pourrait être une des missions des maires, ça?
Oui, mais les maires n'ont pas la main, en fait, dans beaucoup de contextes, les maires n'ont pas la main sur ces dispositifs, hein, qui restent des dispositifs État, en fait. D'accord. Donc là, on a un élément de réponse dans la question. Oui. C'est-à-dire que si on pouvait donner cette capacité aux maires, ce serait une bonne Pas chose? nécessairement, parce que je ne suis pas sûr que les maires soient très intéressés non plus par ce type de dispositif. D'accord. Je vous en prie, Madame Simonet. Je vous demande pardon pour le qui... Non, simplement pour rajouter au débat, je pense qu'il y a le fond et il y a aussi la forme, hein. Il y a beaucoup de CSS qui sont organisés dans les préfectures, hein, je dirais entre guillemets, sous les ordres de la République, hein, dans des salles froides, hein, quasiment inhumaines. Et c'est vrai que quand, malgré tout, un certain nombre de riverains ou de collectifs, hein, d'associations, des comités de quartier sont conviés, elles se retrouvent dans un espace qui n'impose pas véritablement le dialogue. C'est ça, Donc, les ordres de la République. Voilà, il y a le fond et la forme, avec effectivement aussi une grande majorité de représentants qui sont des professionnels, hein. Donc il y a le fond, mais il y a aussi la forme. Quand on veut impliquer des citoyens, je pense qu'il faut pas se mettre au niveau, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire, où il y aurait une intelligence suprême des professionnels et pas de connaissance de la part des citoyens, c'est pas du tout ça. Mais il faut rendre aussi les choses accessibles, peut-être plus conviviales, quoi, tout simplement, et de ne pas être dans la dureté du sujet, la complexité du sujet. Ce que nous disait, c'est le rapport du sachant à l'ignorant. Oui, c'est ça. Je vois ici dans la diapo de je ne sais pas si on vous entend. Non, là. Merci. Dans la diapo, je sais pas. Allez-y, continuez. Non, ça va. Non, touchez pas, ça va se régler en régie. Des publics dominés, marginalisés, voilà. Dont l'expression n'est jamais vraiment favorisée. Ça fait un peu référence à ça, j'imagine. Et effectivement, on a longtemps considéré qu'il y avait le risque réel, entre guillemets, qui était celui connu des scientifiques, des experts, etc. Et le risque perçu, souvent, il y a cette différence que l'on peut lire, que l'on peut trouver dans la littérature en sciences humaines et sociales. En fait, le risque, il n'est jamais réel, puisque c'est toujours de l'incertitude. Oui. Et c'est toujours un risque perçu, alors perçu par des experts avec un certain nombre de connaissances, et puis perçu par les publics, parce que ce n'est pas une population, il y a une diversité aussi. Donc voilà, tout ça, ça fait partie effectivement du fait que c'est difficile de dire... Voilà, on ne peut pas faire cette dichotomie aussi simplement que ça. Juste pour finir avec ces CSS, il faut quand même noter que beaucoup ne se réunissent plus depuis plusieurs années, hein, donc ça, c'est encore un autre élément. Ça vient rajouter aussi à l'inefficacité du dispositif, puisque comment rendre efficace un dispositif qui ne se réunit pas, qui n'existe pas. Oui, ça pose la question de la crédibilité du dispositif. Ouais. D'accord. Alors, on avait un autre exemple que vous vouliez prendre, effectivement, c'est des campagnes de PPI. Oui, alors là, ça rejoint exactement l'exemple du DICRIM tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des messages qu'on fabrique, qu'on diffuse, mais on ne se préoccupe pas du tout de la façon dont ces messages sont diffusés et réceptionnés. C'est des supports qui ne tiennent pas compte de l'hétérogénéité des publics, voilà, et qui finalement ne parlent pas, ne disent pas grand-chose en fait aux destinataires. Qui, du coup, quand on prend leur point de vue, hein, on se rend compte que rien n'est assimilé, en réalité. Hein. Donc on a des actions qui sont quand même coûteuses. Hein. Une campagne, ça coûte plusieurs millions d'euros. Et qui, là aussi, sont loin de produire les effets escomptés du point de vue des destinataires. Hein. Donc avec un faible pouvoir informatif, très faible pouvoir informatif on pourrait dire. Voilà, donc moi, en fait, je me suis posé la question de pourquoi ces outils sont-ils si peu utilisés et si mal utilisés. Hein, Karine parlait tout à l'heure d'erreurs à propos du DICRIM. Voilà, donc on pourrait se dire, bon, bah, c'est de la faute des professionnels, en fait, qui en ont la charge. Mais en réalité, moi, je ne dirais pas les choses comme ça. Je pense que c'est plutôt de la faute des conditions dans lesquelles ils travaillent. Et ça renvoie en fait à des causes structurelles. En fait, en tout cas, c'est moi ce que j'observe quand je regarde travailler en fait ces acteurs. Qui peuvent être des inspecteurs des installations classées, des ingénieurs HSE de l'industrie chimique pétrolière, voire même des acteurs des collectivités territoriales. Et ce qu'on observe, c'est que c'est un manque manifeste déjà de savoir-faire. Hein, c'est-à-dire qu'on a là des agents, des acteurs qui sont globalement sous-formés sur ces questions d'information et de concertation.
et qui bien souvent se trouvent en fait en difficulté quand ils ont à mettre en œuvre ces dispositifs, avec une espèce de crainte de s'exposer, de ne pas arriver à faire, de ne pas savoir faire, etc. Et de se confronter à ce public finalement qu'ils méconnaissent. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que ça renvoie aussi à un manque manifeste d'intérêt pour des sujets qui restent assez peu légitimes. Intérêt de la part de qui, pour être précis? Des acteurs en charge. D'accord. Hein, c'est-à-dire que l'information et la concertation, ça renvoie toujours à des tâches subalternes ou annexes qui viennent en plus des missions qui sont au cœur du métier. Et qui, le plus souvent, c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai aussi dans les services de l'État, sont des tâches qui ne sont pas valorisées professionnellement et qui ne sont donc pas valorisantes en fait, pour les agents. C'est-à-dire qu'on a affaire finalement à des professionnels du sujet, mais pas des professionnels de l'information et de la communication. C'est ça que vous nous dites. Donc ce qu'on observe, c'est que c'est souvent des tâches qui sont investies à minima pour la forme, pour sauver les apparences. Donc on crée le spectacle de l'information et de la concertation, mais sans vraiment assurer la pièce derrière, quoi. Et puis enfin, dernière chose, c'est qu'il y a un manque manifeste de moyens pour satisfaire à l'ensemble de ces obligations. Ce qu'on voit, c'est que les agents finalement sont trop peu disponibles pour s'investir pleinement dans cette relation publique qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans les services de l'État, les effectifs sont de plus en plus réduits, avec des tâches et des missions qui ont plutôt tendance à aller croissant. Mais en même temps, si je comprends bien, c'est corrélé aussi à l'importance qu'on accorde à ce genre de choses, puisque vous dites finalement c'est considéré comme secondaire. C'est ça, c'est-à-dire que ces trois causes structurelles s'alimentent évidemment les unes les autres. D'accord. On reviendra peut-être après pour voir comment on peut faire pour aller plus loin. Peut-être une question à vous, Madame Simonet. Voilà, on a dressé un tableau assez rapide, mais de la place qui est la vôtre, est-ce que vous avez une analyse plus spécifique de qu'est-ce qui fait que ces outils sont inefficaces? Et en écoutant Emmanuel, ça me fait penser aussi à une des contraintes des agents de l'État, c'est la parole de l'agent et la parole du politique. Est-ce que c'est une contrainte, ça, importante, non? Alors, c'est vrai que la concertation du public, la consultation du public, la participation du public sont des sujets qu'on évoque depuis un certain nombre d'années, auxquels nous ne sommes pas encore forcément très à l'aise. Que ce soit au niveau de l'État, mais aussi au niveau des collectivités. Je pense que tout le monde l'a constaté. Je suis d'accord avec Emmanuel pour dire qu'on n'est peut-être pas, nous aussi, formés à cette parole du public. Et on a bien vu aussi que, justement, ce public, malgré tout, il a des connaissances et il a une information grâce aux réseaux sociaux, aux médias sociaux, grâce à Internet, et qu'on se retrouve aussi face à une population qui a ces connaissances, et que, du coup, le politique a une autre relation qui n'est plus celle que de porter une parole politique, mais aussi de connaître ces dossiers et de connaître parfaitement le sujet. Sinon, que ce soit l'État ou les maires ou les élus en général se font vite retoquer. Et c'est toute la difficulté de prendre en considération véritablement la parole du public. Avec la complexité que vous évoquiez des sujets en tant que tels même. Oui. Sur des sujets aussi complexes. Les sujets sont complexes. Alors on l'a vu notamment sur la première slide du diaporama d'Emmanuel, notamment un vocabulaire quand même excessivement compliqué. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on l'évoque maintenant ou on y reviendra. Qu'est-ce que vous voulez en dire de ce point de vue-là, à part qu'il est compliqué? Il est compliqué, ne serait-ce que dans ces termes. On pourra peut-être parler même de l'association culture du risque, même si Karine Weiss l'a évoqué lors de la précédente table ronde. Mais globalement, quand on parle, voilà, DDRM, DICRIM, CSS, S3PI, CODERTS, PPRT, ICPE, IAL. Voilà, mais alors c'est pas spécifique à notre secteur d'activité. En fait. On le retrouve dans bon nombre de sujets.
Et je pense que, et du coup, c'est un peu ce que disait Karine tout à l'heure, il y a les sachants et il y a les autres. Hein. Et on s'enferme, alors qu'on a ce besoin de vouloir aller vers, hein, on reste quelque part peut-être enfermé dans notre microcosme. En fait, pour être trivial, ça refroidit un petit peu quand même. Ça refroidit un petit peu. Je vais même vous citer un petit exemple, une petite anecdote, hein, et je vous parlerai certainement de la mission qui nous a été confiée tout à l'heure. Oui. On a interrogé autour de nous, sans que c'est une valeur de sondage, hein, si voilà, des personnes autour de nous, et de manière un petit peu plus large, avaient connaissance du crime dans leur commune, hein, s'ils l'avaient reçu dans leur boîte aux lettres, s'ils l'avaient reçu dans leur boîte aux lettres, s'ils l'avaient conservé. Et moi, une de mes personnes, en l'occurrence ma maman, me dit, le dit crime, hein, c'est un document de la police, hein, voilà, d'associer crime à police. Hein. Et effectivement, hein, 99% des personnes, hein, et encore une fois sans valeur de sondage, hein, mais ça montre déjà la difficulté de ces outils réglementaires, hein, qui ne sont pas inefficaces, qui sont efficaces, hein, mais qui sont peut-être condamnés à être inefficaces de par la complexité déjà du vocabulaire. Hein. Oui. Alors c'est intéressant, dans la phrase de Madame Simonet, il y avait cette idée, les gens ont de la connaissance, savent des choses. Mais c'est peut-être pas de la connaissance au sens où vous le pensez vous, parce que lorsqu'on a échangé, vous me disiez finalement, sur ces sujets-là, il y a des choses qu'il faut connaître. Mais peut-être l'information qu'on donne n'est peut-être pas de la connaissance. Sur les réseaux sociaux, etc., ces trucs-là. Alors, la connaissance, enfin classifier la connaissance, c'est assez compliqué. Moi, je pense qu'il faut avoir un mouvement d'intégration de ces connaissances. Je vais prendre le cas d'un accident industriel. On se rend compte aujourd'hui qu'en cas d'accident, il y a une multitude d'acteurs qui interviennent. Des acteurs des services de l'État, des collectivités, des bureaux d'études qui sont missionnés par les industriels éventuellement, et des citoyens qui sont là, photographiés, à prendre des échantillons et à témoigner. Et en général, les dispositifs réglementaires tels qu'ils sont conçus aujourd'hui ne prennent pas en compte ces entrées, qui sont pourtant des entrées extrêmement intéressantes, parce que même si ce n'est pas dans un processus universitaire ou bien administratif, etc., c'est quand même de la donnée, c'est un fait. Une photo, c'est un fait. Même s'il y a de la fake news après, c'est pas le problème. Mais non, c'est ce que disait Karine tout à l'heure. Et donc, je pense qu'il faut aborder la connaissance d'une façon intégrée pour en ayant en tête l'idée d'acculturation, c'est-à-dire à quoi sert la connaissance? Les outils sont là, ils sont très efficaces, ça, pas de problème, mais à quoi servent-ils? Voilà. Est-ce qu'ils servent à améliorer les choses? Très certainement, mais est-ce que la connaissance qu'on met dedans, est-ce que la nourriture qu'on met dans ces outils arrive à terme? Et je pense aussi que cette acculturation passe par l'implication citoyenne. C'est-à-dire c'est une question de responsabilité. Comment responsabiliser les gens? C'est en les intégrant directement et c'est en les impliquant. Et nous, on est justement passé par la participation citoyenne. Comment vous y travaillez. C'est qu'un exemple. Corinne, Olivier Blon, lorsqu'il a dit une chose que peut-être sur laquelle vous pourrez revenir en quelques instants, j'y faisais allusion tout à l'heure, lui il dit qu'un des risques majeurs, c'est que sur le risque industriel, l'incapacité à se représenter l'improbable. On l'avait évoqué effectivement tout à l'heure en se disant, il avait pris cet exemple-là en disant finalement, quand je vois un nuage, que la représentation soit réelle ou fausse, je peux au moins me faire une représentation de ce dont il s'agit. Par contre, avant que l'accident, si on prenait l'exemple de Luvrisol, avant que l'accident soit avéré et qu'on en ait d'ailleurs des éléments de représentation qui peuvent être complexes, on ne se le représente pas. Ben non, parce que c'est difficile, ça ne fait pas partie de la mémoire en fait, déjà. Il n'y a pas d'expérience de ça. Et donc, on n'a rien, on n'a aucun élément factuel sur lequel baser cette représentation. En fait, une représentation, pour exister, il faut qu'elle ait une base. Une espèce de référence, quoi. Une référence, voire une base commune quand on parle de représentation sociale, et que ce soit quelque chose dont on puisse parler, et qui ait aussi une réalité sociale, parce qu'on peut parler de ça, ça peut être un objet de controverse, ça peut être
en tout cas quelque chose qui intéresse le public et qui peut créer en du parler. commun sur lequel on peut discuter. Et donc, d'où l'importance de pouvoir informer et qu'il y ait cette base à partir de laquelle on peut commencer à parler et à se représenter. Avoir une matière commune sur laquelle on peut échanger. Ok, alors j'en profite d'ailleurs, puisque je parle de matière commune, je n'ai pas beaucoup de questions là qui sont en train de nous arriver, donc je vous rappelle que c'est aussi fait avec vous et pour vous, donc n'hésitez pas à chatter, à nous faire... Moi j'ai une question si... Pardon. Du coup j'ai une question si, si vous n'en avez pas beaucoup. Non, pour l'instant, alors moi j'en ai plein, Karen, mais si vous en avez une, allez-y. Parce que le titre de la table ronde, c'est Information, concertation. Et en fait, sur cette notion de concertation, je voulais savoir les uns les autres comment vous l'envisagiez, parce qu'il y a quelques années, le ministère de l'Environnement avait mis en place un programme qui s'appelait Décision, concertation, environnement. Et je faisais partie du groupe d'experts de ce comité et j'avais observé que finalement, ce qu'on appelait concertation, c'était souvent rien d'autre que de l'information. Et je voulais savoir... si c'est le cas, finalement, pour vous, quand vous parlez de concertation, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est juste le fait de faire des réunions publiques, c'est-à-dire on écoute un peu, mais finalement, on n'en tient pas vraiment compte? Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe encore? La concertation existe-t-elle vraiment? Ouais. Alors c'est un très bon lien, parce qu'effectivement, on va voir que la façon dont travaille Philippe Chamaret avec l'Institut éco-citoyen, c'est sans doute une manière de se... Alors en plus, c'est intéressant, parce qu'on parle souvent de concertation, alors que le vocabulaire dit se concerter. Donc parlez-nous un petit peu effectivement des choses que vous mettez. Répondez d'abord peut-être à la question et puis je donnerai la parole à Emmanuel après, pas de problème. Et alors déjà moi pour la concertation, on m'a toujours appris que la concertation avait une notion de décision à la fin. Donc effectivement, si on fait une information, il n'y a pas forcément de décision. Et la concertation a cette dimension politique après des échanges et après même des conflits, pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui nourrit bien souvent les processus de concertation. Il y a une décision, et que cette décision-là, elle est normalement partagée. Donc la différence entre l'information et la concertation, c'est quand même la dimension politique que revêt la concertation. Ça, c'est théorique. Dans les faits. Et dans les faits, je ne sais pas s'il y a déjà eu un processus de concertation réussi sur cette dimension-là. Je ne sais pas, c'est vraiment une question. Alors, je ne sais pas, peut-être si on fait le tour là, puis on reviendra à ce que vous proposez. Après. Alors après, si effectivement la concertation c'est de l'échange, donc si on regarde ce qui se passe dans les CSS, dans les CODERST, dans les 3 pays, voire même dans l'élaboration des PPRT, voilà, on se rend compte que cet échange n'existe pas, donc la concertation n'existe pas. Sauf qu'il peut se trouver que par moment, elle advienne malgré tout. Et ça, j'ai pu l'observer justement dans le cadre de l'élaboration des PPRT, parce que ces PPRT ont créé une mobilisation locale et des collectifs d'habitants contestataires, qui ont donc forcé la porte en fait, de ces instances et qui ont forcé d'une certaine manière le dialogue, voilà, par le conflit. Et de ce conflit, finalement, est ressorti, pour le coup, là, une situation de concertation et d'échange qui a conduit à infléchir un certain nombre de décisions locales qui étaient en train de s'élaborer dans le cadre de ces plans de prévention des risques. Alors je vais peut-être sortir 30 secondes de mon rôle, mais je pourrais vous parler d'une anecdote, parce que j'y ai participé avec la commune de Fézin sur la volonté politique de son maire. Il a mis en place un dispositif qu'il a appelé Conférence Riveraine. J'ai eu la chance à une époque d'y participer un petit peu, où là, pour le coup, c'est intéressant, il y a une stratégie dite revendicative, c'est-à-dire qu'il y a un collectif qui va se mobiliser contre quelque chose. Là, il y a une initiative de la part du maire qui a été de choisir, je me souviens plus, une quarantaine, une cinquantaine de citoyens. Alors c'était intéressant d'ailleurs, des riverains et des habitants, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas simplement ceux qui étaient juste autour de la zone dite de risque, et de faire ce travail que vous évoquiez d'acculturation, de réflexion collective, etc. Donc c'est vrai que cette logique de concertation, en fait, ça va être ce qu'on a l'intention d'y mettre dedans, je crois, un petit peu. Ça vous suggère un commentaire sur ce qu'on est en train d'évoquer, de la place qui est la vôtre Non, effectivement, je rejoins Emmanuel sur le fait qu'un certain nombre d'outils réglementaires ont effectivement mobilisé des citoyens et ont aussi mobilisé les élus. Le maire et l'ensemble des élus. Alors, dans une vie antérieure, j'ai été
élu à La Rochelle en charge des risques naturels et technologiques et en charge aussi du développement économique. Donc il y avait des passerelles aussi à créer entre le monde industriel et les riverains. Et parallèlement, le PPRT a permis une prise de conscience justement de risques potentiels sur leur commune pour l'ensemble des élus et pas seulement du maire. Je me suis retrouvée, moi, personnellement, dans des réunions où j'étais la seule élue. C'est pas qu'il y avait le fait de se défausser, mais le fait de ne pas connaître faisait en sorte que les élus ne venaient pas forcément à ce contact parce que pas forcément pas de prise de conscience et justement pas de connaissance. Mais on reviendra peut-être aussi sur entre guillemets la formation des élus, et j'imagine qu'il y a un certain nombre, tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent sont eux bien au fait de toutes ces questions-là. D'accord, peut-être qu'on pourra y revenir, effectivement, parmi les logiques de préconisation. Alors c'est intéressant, j'ai une, alors qui était peut-être en transition avec ce qu'on a dit tout à l'heure, sur les initiatives qui peuvent être prises justement pour faire du citoyen ou de l'habitant un acteur. Vous allez nous en parler, Philippe, et là j'ai un exemple de la ville de Salaise-sur-Sanne, en Isère, qui, par exemple, avait, pour répondre à ce que nous disait Emmanuel, avait réalisé des vidéos humoristiques pour accompagner son dit crime. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de prise de distance par rapport au décrime. Dans votre cas, dans l'Institut éco-citoyen, dites-moi un petit peu comment vous y êtes pris et comment, justement, vous avez directement associé le citoyen à la réflexion collective et d'ailleurs, quelque part, à la production d'ailleurs de connaissances. Oui, c'est exactement ça. Le citoyen est associé très directement à la production de connaissances, à la mesure, à l'observation de certains paramètres en fonction de protocoles qui sont élaborés avec l'Université de Marseille. Alors, les citoyens, eux, ils sont rassemblés, enfin les volontaires, parce qu'on parle de volontaires pour l'observation citoyenne de l'environnement, VOCE, ça fait VOCE. Donc cet observatoire regroupe une centaine de personnes aujourd'hui. C'est parti en fait de la situation d'il y a une dizaine d'années où il y avait un gros conflit associé à l'incinérateur de Marseille à Fos-sur-Mer, et donc on avait une implication citoyenne très forte, anti-incinération évidemment, mais qui produisait de la connaissance, et une connaissance qui n'était pas cadrée, qui manquait très certainement de méthode, mais voilà, un geste quand même. Et cette implication-là, elle a mené quand même à un regroupement citoyen, et ça nous a intéressés parce que ce phénomène, au-delà de la capacité de produire de la connaissance, amène à initier de la recherche, c'est-à-dire amène à se poser des questions et à savoir si ces questions ont une réponse. On a quelques exemples de plaisanciers, de pêcheurs, même de jardiniers qui, dans le cadre de leurs activités, posent des questions très très simples qui n'ont pas de réponse scientifique. Alors que des suivis de milieu existent depuis 50, 60 ans, même beaucoup plus pour le milieu marin. On se rend compte que les questions qui se posent actuellement vont au-delà de ce qui peut exister en matière de connaissances. Donc très souvent, en fait, ça déclenche une étude, ça déclenche une campagne de mesures pour pouvoir justement répondre et puis aller un peu, répondre à la question citoyenne. Et c'est, pour reprendre votre question, c'est un peu le principe de l'Institut éco-citoyen que d'avoir plusieurs sources de questions, d'interrogations. Il y a la recherche, il y a la politique locale, et il y a les habitants, les citoyens, les usagers de l'environnement qui pratiquent cet environnement et qui se posent ces questions-là et qui sont à l'initiative de la recherche. Donc c'est une forme d'application. D'accord. Vous avez un exemple, par exemple, comment vous avez travaillé sur un sujet particulier, comment on est parti finalement de la représentation aussi, de ce que pouvaient apporter les citoyens? Alors sur la représentation, oui, j'ai un exemple assez précis de plaisanciers du golfe de Fos, donc qui pratiquent la voile sur cet espace qui est très particulier, parce que bordé d'installations industrielles, mais aussi de milieux marins tels que la Camargue, enfin le début en tout cas. Et ces plaisanciers s'interrogeaient de savoir quelle était,
qu'est-ce que traduisait le changement de couleur de l'eau en fonction du vent? Pourquoi? Parce que quand il y a du Mistral, eh bien, il y a des envols de poussière, par exemple du site sidérurgique, et l'eau peut devenir grise, rouge, etc. Donc quand vous naviguez dessus, ça pose quand même question sur la toxicité et sur l'état environnemental de ce milieu. Et donc ils sont venus nous voir pour savoir ce qu'il en était, quelles étaient les connaissances. Et après une étude bibliographique qu'on a conduite, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de production de connaissances parce que les industriels sont tenus de produire cette connaissance-là dans le cadre de leur suivi environnementaux, mais que dans toute cette connaissance, aucune ne permettait de faire l'intégration du golfe de Fos sur cette question de contamination chimique et sur les contaminants chimiques qui étaient produits par les sites industriels. Donc ça nous a amené à faire une étude qui a utilisé les congres, bon, je vais pas revenir précisément dessus, mais une étude de contamination de la faune marine qui nous a amené en fait à identifier certains polluants spécifiques du milieu marin et donc à aller comme ça aujourd'hui vers un projet qui est cofinancé par l'Agence nationale de la recherche sur ce qu'on appelle les sous-produits de chloration. Donc c'est parti d'une question citoyenne très simple. C'est quoi cette couleur? Et qu'est-ce que ça traduit? Et pour arriver à quelque chose d'extrêmement technique, mais dans lequel les citoyens sont toujours, hein, mais qui amène à que fait le chlore une fois relargué dans le milieu marin, et ça soutenu par la principale source de financement de la recherche en France. Donc c'est une belle histoire, mais je prends cet exemple parce que c'est assez représentatif de ce qu'on aimerait, de ce qu'on souhaiterait justement développer. Est-ce que c'est généralisable? Enfin, je veux dire, vous évoquez quand même le fait que ça demande des moyens, ça demande du temps. Ça rejoint peut-être, Emmanuel, ce que vous évoquez sur la priorisation qu'on veut donner à ce genre de choses? Oui. Oui, clairement, oui. C'est que je ne sais pas ce que ça représente en termes de temps d'agent, enfin, cette belle histoire, effectivement, elle implique de l'engagement, de l'investissement, une structure, voilà, des travaux pérennisés, etc. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est des types d'actions qui sont difficilement soutenables par les services de l'État et voire même par les structures des grandes entreprises industrielles de la chimie ou du pétrole, qui sont pas organisées pour. Oui, je vais juste faire un petit appel. J'ai un petit souci avec mon ordinateur, c'est-à-dire que je ne reçois plus les questions des citoyens, donc je suis un peu embêté. Donc si peut-être quelqu'un peut venir m'aider, ce serait très bien. Peut-être vous vouliez réagir, est-ce qu'on est bien à travers ça dans l'esprit finalement de ce qu'on évoquait dans notre première partie, oui, d'amener le citoyen et de partir de ce que moi j'appelais son expertise d'usage? C'est ça, et puis du coup ça répond aussi aux questions qu'il peut se poser. Et puis je parlais de la confiance tout à l'heure, ça reprend aussi cette question-là. Il y a eu quelque chose d'un peu équivalent à Gardanne avec les poussières rouges. Avec beaucoup de questions de la part des habitants, savoir est-ce que c'est toxique, puis de la gêne aussi qui était exprimée, je ne peux pas étendre mon linge dehors parce que c'est tout rouge, je ne peux pas utiliser ma terrasse, etc. Et ensuite, ces boues qui sont rejetées dans la mer, est-ce que c'est toxique? Et des analyses avaient déjà été faites par les exploitants de bauxite et avaient montré que ce n'était pas toxique, cette bauxaline, ces résidus. Et pourtant, ça ne suffisait pas parce qu'il y avait un manque de confiance par le fait que les analyses soient menées par le producteur lui-même. Donc, ce n'est pas une entité qui est extérieure à ça. Voilà. Et donc, il y a eu d'autres études, d'autres analyses qui ont pu être faites. Mais voilà, au-delà du fait qu'effectivement, a priori, ces poussières ne sont pas toxiques, le fait qu'il y ait de la poussière en soi, ça va déjà créer des difficultés respiratoires chez les habitants. Donc voilà, sans parler de la toxicité des poussières, la présence même de poussière est problématique. Et donc, il y a plusieurs niveaux aussi d'analyse qui peuvent être faits et qui vont plus ou moins répondre aux attentes en termes d'information et aux demandes concrètes. Les habitants, ce qui les intéresse, c'est leur santé avant tout. Et puis, il y a aussi la question de la gêne. Même si ce n'est pas dangereux pour la santé, on ne peut pas nier cette gêne et ces difficultés qui sont liées à ça. En capacité de partir aussi de leurs préoccupations, justement, de ce qui est important pour eux. Est-ce qu'il y a... voilà, merci si vous pouvez venir m'aider, parce que j'ai un petit souci. Peut-être Emmanuel, est-ce que vous avez eu vent ou vous connaissez des expériences, justement,
où là, finalement, cette logique d'information a été retravaillée et où on a pu transformer cette inefficacité en opportunité peut-être de changer. Je crois que l'Institut éco-citoyen fournit de très bons exemples de cette nature. Voilà, Philippe on n'a pas parlé, mais moi j'ai en tête une très belle aventure qui s'appelle Fossepséal, voilà, qui a consisté aussi à impliquer de façon importante et durable une grande partie de la population locale dans la production de connaissances sur les atteintes environnementales et en termes de santé des grands industriels du pourtour de l'étang de Berre. Et donc voilà, là on est dans ce type d'exemple. Oui, allez-y, parce que comme ça me permet de récupérer. Et je vais vous prendre quelques questions. Oui. L'étude EPSEAL, juste pour resituer, a été réalisée par une équipe du CNRS, épaulée par une équipe américaine, et on est effectivement très en lien avec l'étude, mais ce n'est pas une étude de l'Institut éco-citoyen. Cela dit, c'est une très belle expérience, parce que justement, il y a une méthodologie qui a été employée, qui n'existait pas jusqu'à maintenant, et qui aujourd'hui est considéré sur le plan national. Santé publique France mène des initiatives, je crois, vers Pau. Enfin, je parle un peu sans filet, mais il me semble que c'est une méthodologie qui est transférée aujourd'hui sur le plan national. C'est une très belle aventure aussi. Alors, j'ai quelques questions. Bon, là, vous allez sans doute être tout à fait d'accord. Pas de concertation efficace sans un minimum d'information préalable. Hein, ça rejoint un peu la notion peut-être d'acculturation. J'imagine que ça, c'est un travail que vous faites aussi dans vos groupes. C'est-à-dire, on se met d'accord aussi sur de quoi parle-t-on et on parle de la même chose ensemble. Oui, de quoi parle-t-on et est-ce que ça nous concerne ? Est-ce que ce dont on parle répond à nos vies, à nos questions, à ce qu'on se pose? Donc, une fois qu'effectivement on se met d'accord là-dessus, alors l'information produite et la connaissance produite permettra une information efficace. Mais il y a une phase d'adaptation. Est-ce que c'est adapté? Est-ce que le fait d'avoir cette vision tout à fait française, je pense, de planification généralisée et un peu à l'identique partout, est-ce qu'il ne faudrait pas enfin évoluer sur cette question-là en considérant que les territoires sont quand même relativement différents les uns des autres et qu'il y a d'énormes problèmes de santé sur les territoires agricoles, par exemple, et d'énormes problèmes de santé sur les territoires industriels. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre ou pire que l'autre. Alors, on a une autre question, mais qui confirme un peu ce qu'on évoquait aussi, c'est la constance de cette information. Hein. On évoquait l'idée de se dire, c'est bien, comme aujourd'hui d'ailleurs, de créer des événements très puissants, très forts, mais il y a sans doute des choses à faire au long cours aussi pour que l'information soit là. Donc, c'est Marc Sénan qui nous le dit, on est d'accord. Alors, il y a peut-être une question pour vous, Emmanuel. Au regard des constats de l'inefficacité et de l'inadéquation des outils, ne faut-il pas, peut-être que vous pourrez aussi y répondre, et ça fera peut-être une transition avec le travail diagnostique que vous avez fait, ne faut-il pas les réinterroger, les simplifier, les regrouper et, on l'avait dit, les co-construire avec l'ensemble des acteurs, dont les riverains habitants? Effectivement, alors moi je pense que la solution, elle n'est pas du côté des outils. C'était un peu la teneur de mon propos, hein, de dire que ça renvoie plutôt à des causes structurelles et à des difficultés liées au travail en fait, hein, des agents qui ont la charge d'organiser, de faire vivre ces dispositifs. Pour autant, effectivement, cette diversité, elle participe aujourd'hui de la difficulté à les mobiliser parce qu'il y en a tellement que voilà, ça engage en fait une charge de travail très importante. Voilà, de faire vivre un CODERST, une CSS, d'élaborer un PPRT, de mener des inspections, voilà, de faire ça tout ce travail en même temps, c'est beaucoup trop. Et donc, effectivement, la diversité des outils participe aussi à la difficulté à les faire vivre. Donc oui, il y aurait certainement un travail de simplification à faire aussi. Okay, donc vous confirmez moins d'outils, mais pour qu'ils soient mieux utilisés. D'accord, parce que c'est important, parce que la question qui est posée, vous les considérez efficaces en soi, adaptés en soi, mais en même temps, c'est plutôt ceux qui sont chargés de les rendre, de les diffuser, de les partager, il faut travailler sur la formation, sur l'information, et sur des domaines qui ne sont pas les leurs, c'est-à-dire qui sont des domaines de la communication, qui sont des domaines de la concertation, c'est ça? C'est ça.
D'accord. Philippe, vous partagez ce... Oui, tout à fait. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que les structures, c'est pas une question d'outils, c'est une question de contenu dans les outils. Que mettons dans ces outils et à quelle fin? Voilà. D'accord. Donc c'est peut-être ça qu'il faut questionner. Il faudrait peut-être politiser les outils. D'accord. On a des exemples de l'étranger. Oui, allez-y. Non, je voudrais juste rajouter qu'il faut aussi arrêter avec cette idée que la solution est toujours instrumentale. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, si on regarde ce qui s'est passé ces dernières décennies, chaque crise est l'occasion, chaque accident est l'occasion de créer de nouveaux instruments, de nouveaux outils. Donc on ne fait qu'empiler en fait des outils. Voilà, donc on empile depuis 30 ans, 40 ans maintenant, sans se poser la question de pourquoi sont-ils inefficaces, puisqu'on revient toujours sur ce même constat que de toute façon l'information ne passe pas, que les populations restent sous-informées et très mal préparées. C'est pas de produire plus d'informations qu'on change. Non, il faut changer. Là, je pense qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe. Il faut changer de perspective. Ouais. D'accord. C'est peut-être une bonne transition avec vous, Marilyn Simonet, puisque vous allez nous parler un petit peu d'une volonté qui a été celle de la ministre, Barbara Pompili, de mettre en place une mission, appelée, je crois, Mission MTE, qui est animée, je crois, par l'animateur bien connu de C'est pas sorcier, Fred Courant, c'est ça? Donc, quelle est l'idée au départ de la ministre derrière la mise en place de cette mission? Donc, tout d'abord, effectivement, excusez Fred Courant, que beaucoup connaissent comme étant le co-animateur des émissions qui nous ont bercés et qu'on revoit toujours avec plaisir en replay, justement sur la culture scientifique et la vulgarisation de la culture scientifique, qui donc ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc Barbara Pompili a souhaité une mission qui s'intitule exactement sur la transparence, l'information et la participation de tous à la gestion des risques majeurs, technologiques ou naturels. Donc là, on parle bien du périmètre de la mission qui concerne ce qui nous intéresse aujourd'hui, les risques technologiques, mais aussi naturels. Pour faire simple, quid de la culture du risque et de la modernisation de la culture du risque. Peut-être, si vous le permettez, citer l'ensemble des membres de la mission dans le sens où elle est un peu atypique, en tout cas quand elle est pilotée ou copilotée avec Fred par le Conseil général environnement et développement durable, donc qui est la mission d'inspection du ministère de la transition écologique, dont je fais partie. Et donc je suis accompagnée parce qu'on appelle aujourd'hui la société civile, avec donc 6 membres, dont Fred Courant. Et je vais vous citer, pour vous montrer un petit peu la richesse et la diversité des personnes qui nous accompagnent. Donc on a la chance d'avoir eu un des membres de la mission, en l'occurrence Karine, qui est partout et qui montre sa compétence et son regard aiguisé sur un certain nombre de questions. Donc Karine, qui est professeure en psychologie sociale à l'université de Nîmes. Caroline Riza, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'école d'ingénieurs Télécom Paris, et qui, elle, est plutôt spécialiste des médias sociaux. Nous disions tous au début de la mission, on parlait des réseaux sociaux. Non, il faut parler des médias sociaux, et là aussi de leur diversité. Donc elle nous éclaire beaucoup sur ces questions-là. Freddy Vinet, qui est professeur de géographie à l'université Paul Valéry de Montpellier 3 et qui est directeur de master en gestion des catastrophes et risques naturels. Jean-Frédéric Biscay, qui est lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers du centre d'essai de recherche de Valabre, donc sécurité civile sur le périmètre Nîmes et Aix-en-Provence. Et Damien Boutillier, qui est journaliste à France Télévisions et qui est le chef du département de gestion de crise. Donc, et Fred Courant, qui lui-même est sa dénomination, en tout cas la manière dont il se présente, qui est journaliste scientifique un peu par hasard au gré de son expérience et de son parcours. Donc il y a une richesse au sein déjà du groupe. Ça, c'est les gens qui constituent la mission. Qui a été décidé donc par la ministre d'ouvrir cette mission à différentes personnes qui ont une connaissance sur un périmètre de la culture du risque en général assez précis,
Et donc, elle nous a permis, cette mission, à travers l'ensemble des auditions que nous avons réalisées, d'avoir vraiment une vision globale du sujet pour l'ensemble des membres de la mission, qui le reconnaissent aussi, ont beaucoup appris, moi la première. Et notamment, je me souviens pertinemment, justement, sur l'histoire de ces acronymes, Fred Courant qui me dit « mais ça veut dire quoi ?» Et encore, on peut même y revenir 2 petites secondes. Mais moi, on en oublie de ce que ça veut dire. On réfléchit, le PPRT, plan de prévention des risques. Alors en plus, PPRT, PPRL, PPRN, PPRI, enfin, ils sont déclinés à l'envi. Donc voilà, c'est juste une petite anecdote, mais on a beaucoup appris et j'imagine qu'un certain nombre de personnes qui ont été auditionnées sont derrière leurs ordinateurs, donc c'est l'occasion de les remercier pour leur engagement, leur implication, leur contribution. Alors comment vous avez travaillé un petit peu Alors, je vous avoue que la période a été un peu compliquée et complexe. Parce que la mission a démarré, début janvier. Elle a démarré à mi-janvier. Donc le fait de devoir établir une liste de personnes que nous pourrions auditionner, à la fois dans le champ des risques technologiques et naturels, c'est là où on s'aperçoit, enfin c'est pas où on s'aperçoit, parce qu'on le savait, où il y a de très nombreux acteurs en France sur ces questions-là, à la fois nationales, territoriales, locales, y compris européens, y compris internationales. Donc il y a de multiples acteurs, et d'ailleurs j'en profite aussi pour m'excuser parce qu'on n'a pas pu auditionner tout le monde. Nous avons dû réaliser toutes ces auditions en visioconférence, ce qui complique malgré tout parce que ce lien physique est aussi important et intéressant, mais tout le monde a parfaitement joué le jeu. Peut-être dire aussi simplement les objectifs que nous a donné la ministre de manière un peu exhaustive, dans le sens où c'était donc poser un diagnostic partagé avec les parties prenantes, les élus, les médias, les politiques, l'administration centrale, les industries, les associations. Examiner la pertinence des dispositifs existants, ce dont il est question aujourd'hui. Identifier les outils et canaux les plus efficaces aujourd'hui pour sensibiliser le grand public avec pédagogie, développer les bonnes pratiques, ou en tout cas et relever les bonnes pratiques, et là aussi il y en a de multiples, de proposer des pistes d'approche participatives, mobilisatrices, pour mieux associer les populations, formuler des propositions pour moderniser les dispositifs d'acculturation au risque, en prenant soin de préciser l'articulation entre l'échelle nationale et l'échelle territoriale, et éventuellement identifier des indicateurs qui permettent d'évaluer ces nouveaux dispositifs. Voilà, donc l'objectif est ambitieux. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir répondre à toutes les questions, toutes les interrogations, sinon je pense que ça serait fait depuis un certain nombre d'années. En tout cas, l'attente qui est formulée de la ministre, c'est de pouvoir faire des recommandations concrètes, pragmatiques, qui, pour le coup, puissent toucher. Alors, on dit toujours le grand public. C'est pas le grand public, il y a des grands publics, que ce soit par âge, par génération, par métier, par territoire. C'est comment, à un moment donné, on peut toucher l'ensemble de ces différents publics. Karine, je ne sais pas si tu souhaites rajouter peut-être quelque chose. Ouais, tu as presque tout dit, je pense. Mais c'est vrai que on a tous beaucoup appris parce que forcément on a interrogé plein d'acteurs différents et ça a été très enrichissant de faire ces auditions. Maintenant, on en est à analyser un peu tout ça et voir ce qu'on peut en sortir. Et je trouve que c'est intéressant de voir que voilà, il y a cette lettre de commande, qu'on va vers ça. Ça veut dire que la question qu'on posait tout à l'heure et puis qu'on se pose maintenant aussi, les outils réglementaires sont-ils condamnés à être inefficaces? Finalement, ça veut dire que même au niveau du ministère, on a compris que oui, ils n'étaient pas si efficaces que ça, donc il faut faire autrement, prendre un autre angle d'attaque, mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain.
Et ça, je crois qu'on avance dans la bonne direction. Après, là, les délais sont courts. Il faudra voir aussi quels sont les moyens qui sont mis derrière pour en faire quelque chose, parce que finalement, c'est aussi ça qui va donner l'ampleur aux résultats qu'on va pouvoir mettre en évidence. On va faire des propositions, mais qu'est-ce qui va en être fait? Voilà, on est assez curieux aussi de voir ça. On viendra en parler l'année prochaine. Hein. On reviendra en parler. Ça sera l'occasion peut-être pour les rendez-vous majeurs de faire un nouveau rendez-vous. Vous m'avez dit effectivement, majeur. On a déjà commencé un peu à avancer sur ce terrain-là, mes primeurs à Madame la Ministre, et c'est tout à fait logique. Par contre, de la partie de diagnostic, peut-être, est-ce qu'il existe déjà quelques faits saillants? C'est-à-dire que le diagnostic ne vous impose pas de nous donner les solutions, mais est-ce que de ces enquêtes, il y a, par rapport à des choses peut-être qu'on a d'ailleurs nous-mêmes évoquées, il y a 2 ou 3 faits saillants qui ressortent? Il n'y a pas de grande surprise. Et encore une fois, ceux qui nous regardent et écoutent vont entendre un certain nombre de constats qui sont partagés quasiment par l'ensemble des personnes qu'on a auditionnées. C'est-à-dire ce qu'on a dit, nous, finalement, rentre, ne fait que légitimer. Les constats, par exemple, sur la défiance qui est réciproque, hein, État, élu, citoyen. Cette défiance, elle existe, on la connaît, on la perçoit, sur une forme aussi de déni un peu généralisé, que ça soit peut-être de la part des élus, parce que le risque, hein, c'est quelque chose de négatif, et dès qu'on parle du risque sur un territoire, tout de suite, si on ne sait pas forcément en parler, parce que forcément, parce qu'on ne connaissait pas bien le sujet, quand on veut attirer sur son territoire et le rendre attractif, si on commence à parler du site industriel dans tel ou tel quartier, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est ce qu'évoquait le président d'Amaris en disant il faut qu'on soit attractif pour les entreprises et en même temps... voilà. Et puis tout le travail, effectivement, avec les industries, tout le monde s'accorde alors sur les constats partagés, je vais peut-être continuer sur la défaillance de la culture scientifique, environnementale et industrielle en France, mais c'est pas nouveau. Donc voilà. Sur la multitude, je l'évoquais tout à l'heure, sur la multitude d'acteurs et de bonnes pratiques, c'est phénoménal. Ça veut dire qu'on a les réponses, finalement, s'il y a tant de bonnes pratiques que ça. Il faut capitaliser véritablement sur les compétences de ces acteurs et de ces initiatives. Sur la place, hein, qui nous semble, au regard de ce que nous avons entendu, sur la place essentielle, hein, du maire et du local, hein, ce qui revient quand même systématiquement dans l'ensemble des auditions, et que le territorial, hein, prend largement la part sur le national. D'accord. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais juste, on avait imaginé un petit point. Après, juste pour revenir sur ce que disait Marine, parce que je me dis, on a été hyper négatif ce matin, mais comme le disait Marilyn, il y a des bonnes pratiques, il y en a. Et ça existe, il y a des choses qui sont super, qui sont faites, mais à des niveaux assez locaux. Et donc, on a pu observer un certain nombre de choses, et soyons positifs aussi en se disant qu'on peut s'appuyer là-dessus et essayer de développer un certain nombre d'idées qui existent déjà. Enfin, on ne va pas réinventer l'eau chaude, mais il y a déjà des choses qui se font. Bon, j'ai un peu évoqué des choses tout à l'heure dans notre entretien, mais voilà, je pense qu'il y a des idées, il y a des envies aussi de faire les choses bien, et voilà, on peut avancer. On ne va pas refaire l'eau chaude de temps en temps, on va aller chercher peut-être dans les bonnes pratiques des choses à faire, et il y faut derrière, si j'ai bien compris, une volonté politique. Peut-être qu'il nous reste juste, j'aimerais avoir votre sentiment, on va faire très rapidement un tour de table, s'il y avait un message qu'on avait envie de faire passer sur cette question-là, chacun d'entre vous. Emmanuel, vous diriez aux gens qui nous regardent? Je commence. Moi, je reprends mon credo, c'est-à-dire renversons la perspective, c'est-à-dire intéressons-nous en fait aux gestionnaires qui ont la charge de ces missions. Il faut les former. Moi, je travaille dans une école d'ingénieurs qui forme des futurs professionnels qui auront à mettre en œuvre l'information et à faire de la concertation avec le public. Ça fait partie de leur mission.
Voilà, pour autant, il existe 0 cours dans cette école qui les prépare à ces missions. Voilà, donc la formation, elle commence là. Elle doit se poursuivre aussi au cours de la carrière professionnelle. Quand on est confronté à ce type de mission, on va se former voilà, pour apprendre à faire. Et ça ne s'improvise pas, en fait, l'information et la concertation au public. C'est des connaissances, c'est des compétences à acquérir. Et donc, il faut accentuer la formation, évidemment. Valoriser ses fonctions au sein des parcours professionnels, c'est indispensable. Et puis surtout mettre des moyens, évidemment, quoi, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, quoi. Ok, allez, vous avez 30 secondes parce qu'il est très bavard, mais il a dit l'essentiel, bien évidemment, parce que là, on arrive à 12h20, il va falloir qu'on arrête. Alors, rapidement, je pense qu'il faut savoir confier l'expertise à de nouvelles formes de partenariat. Parce qu'on parle beaucoup de connaissances, on parle beaucoup d'efficacité des outils. Effectivement, la connaissance est centrale là-dedans et c'est vraiment l'expertise qui est en train de muter. Je pense, je reprends vos paroles sur les bonnes pratiques qui existent et qui sont nombreuses. On assiste à une mutation des modes de pensée. Et justement, je pense qu'il ne faut vraiment pas rater le coche et considérer ces partenariats entre chercheurs, citoyens, collectivités et même industriels comme étant quelque chose de réel et de sérieux tant que la méthode existe. Et là, on fait appel aux chercheurs. Voilà, merci à vous et je suis persuadé que la mission MT va s'enrichir aussi de nos propositions. Merci à vous. Alors, pour les questions que vous nous avez posées, finalement, on y a indirectement répondu. Donc, si on ne l'a pas fait de manière suffisamment précise, ne vous inquiétez pas, l'aventure continue, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette journée, tous ces propos seront repris et feront l'objet d'une réflexion dans le temps. Voilà, merci à vous. Nous, on va se retrouver en début d'après-midi pour continuer notre réflexion. Merci à vous de votre présence et puis que l'aventure continue.